Le Sénégal, où l'opposant anti-système Bassirou Diomaye Faye, encore emprisonné 2 semaines plus tôt, a été élu président, loin devant ses adversaires, notamment son principal rival Amadou Ba, qu'il a rapidement félicité. Ascension express pour cet homme jusque-là inconnu du grand public, propulsé au sommet de l'État, l'ouverture d'une nouvelle ère pour le Sénégal après des semaines d'incertitude et 3 ans de crise politique. On le sait depuis lundi dernier, mais c'est officiel depuis les résultats divulgués mercredi. Bassirou Diomaye Faye est donc le nouveau visage du Sénégal, élu haut la main avec 54,28% des voix sur ses adversaires et son principal rival notamment, le candidat du pouvoir Amadou Ba, qui n'a obtenu quant à lui que 35,79% des suffrages. Les Sénégalais ont donc choisi la rupture et le changement. Reste à voir maintenant comment Bassirou Diomaye Faye, encore emprisonné il y a quelques semaines, va incarner ce désir de renouveau. On va l'écouter, c'était lors de son premier discours de président élu lundi dernier. En m'élisant président de la République, le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture pour donner corps à l'immense espoir suscité par notre projet de société, que notre projet de société a suscité, et donner corps à ses aspirations. Je m'engage à gouverner avec humilité, dans la transparence, à combattre la corruption dans toutes les échelles, à toutes les échelles. Je m'engage à me consacrer pleinement à la refondation de nos institutions et au renforcement des fondements de notre vivre ensemble. Et c'est donc la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'un opposant au pouvoir l'emporte au premier tour, de surcroît, après plusieurs semaines de prison. Ziad, c'est une performance, on peut le dire. Oui, c'est une performance, c'est assez stupéfiant comme parcours politique. Comme vous le dites, il a fait presque 11 mois de prison. Ils ont bénéficié, lui et son mentor Ousmane Sonko, d'une loi d'amnistie qui est arrivée pratiquement à 15 jours des élections. Et donc, ils ont eu 9-10 jours de campagne. C'était un personnage que les initiés connaissaient quand même. C'était le numéro 2 du PASTEF, donc du parti d'opposition. Mais beaucoup moins charismatique que il y avait le chef Ousmane Sonko qui avait pris la lumière. Mais disons que Diomaye Faye, c'était peut-être, j'aime pas le mot idéologue, mais c'était plus sur ce terrain-là, et puis sur le terrain peut-être de la réflexion, du travail, de la construction du projet, etc. Et puis, bon, ils ont fait une campagne éclair ils se sont presque coupé le travail en deux, en gros. Ils ont fait campagne à deux. Sonko a dit plusieurs fois Diomaye c'est Sonko, Sonko c'est Diomaye. Donc voilà, c'est le côté surprenant de cette histoire, c'est qu'il y a 2 candidats dans un candidat. Donc, et puis, il y a quand même une histoire de démocratie, c'est suffisamment pas si rare que ça, mais quand même rare en Afrique. Et il faut souligner que ça s'est passé remarquablement bien compte tenu de la crise ouverte entre le PASTEF et le pouvoir depuis 3 ans, et puis du report des élections. Fabrice, effectivement, après tous ces rebondissements qu'on a connus ces dernières semaines, ce qui s'est passé, ce happy end, si je puis dire, c'est le signe d'une maturité démocratique indéniable. C'est le signe d'une maturité démocratique, c'est aussi le signe d'une envie de changement de la part des Sénégalais. C'est-à-dire qu'on voyait bien que le pays était en crise depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années même, avec crise politique, crise économique, l'opposition réduite à néant et envoyée en prison. Et donc il y a une grosse attente, et c'est ça le défi un peu de maintenant de M. Faye, c'est est-ce qu'il va pouvoir répondre à cette attente, parce qu'il s'est positionné comme le candidat de la rupture, le candidat même souverainiste d'une certaine manière. Il remet en cause le franc CFA, il remet en cause la corruption, les élites. Quels sont les moyens qui vont être les siens pour justement arriver à renouveler cette classe politique? On sait d'ores et déjà, par exemple, que certains des opposants politiques sont ralliés à son parti, au PASTEF, mais ils ont aussi une expérience du pouvoir, ils sont aussi trempés dans des affaires de corruption. Donc il va y avoir des législatives aussi, ce qui va aussi être important pour savoir quel sera son poids politique aussi. Et donc il y a un vrai défi à relever face à une population qui est en attente d'un nouveau Sénégal. C'est un moment important pour le Sénégal. Toute la question de savoir s'il aura les moyens d'être à la hauteur de ses promesses. Ziad, effectivement, panafricanisme de gauche, lutte anti-corruption, souveraineté nationale, c'est quoi sa vision, son programme pour le Sénégal de demain ? C'est la partie un peu complexe de l'équation. C'est-à-dire que ce qui est marquant d'abord, c'est le profil des gens, des 2 candidats et du président élu. C'est des gens qui ont fait leur vie au Sénégal, qui ont étudié au Sénégal, qui ont travaillé au Sénégal. Ils n'ont pas ce profil afro-globalisé que des élites traditionnelles. Donc ils sont sénégalais, ils sont africains, c'est assumé, c'est revendiqué, et donc ça apporte quelque chose de très différent à la scène politique. La deuxième chose, c'est que ce que vous avez dit, c'est qu'on est sur la rupture. Mais c'est une rupture politique, c'est une rupture générationnelle. On parle de gens qui ont 40 ans. Ouais, donc une quarantaine d'années. Donc on est vraiment en décalage par rapport, encore une fois, aux élites traditionnelles. On est en rupture sur le projet économique. Est-ce qu'il est finançable, est-ce qu'il n'est pas finançable, et donc tout ça se percute. Mais fondamentalement, ce qu'on voit peut-être venir, c'est qu'en gros, il y a une contestation assez forte en Afrique sur les systèmes libéraux d'émergence. C'est-à-dire ce qui a porté la croissance depuis une dizaine d'années en Afrique, c'est contesté parce que ça ruisselle pas, comme on dit en France, ça descend pas, que en fait, poids de la démographie, croissance, tout ça, ça fait que les gens ont l'impression que leur situation ne s'améliore pas, alors que globalement, elle s'améliore. Donc il y a un décalage très puissant là-dessus. Et donc, il va falloir répondre à cette anxiété sociale, il va falloir
répondre aux promesses qui ont été portées, donc c'est extrêmement compliqué. Quand on propose 1 million d'emplois d'un coup, on s'imagine que les précédents auraient pu essayer de le faire ou ont essayé de le faire. Donc là il y a une vraie ambiguïté. Mais ils sont portés. Alors quand on est porté, on est porté. C'est-à-dire qu'on va avoir les 100 jours de grâce, on aura probablement des élections législatives parce que le Parlement, ils n'ont pas le droit de le dissoudre pour les 6 mois, c'est dans la Constitution, donc à un moment ou à un autre, il y aura. Ils ont été soutenus aussi, c'est important, par un certain nombre, par toute une part de la technocratie sénégalaise. C'est très surprenant. C'est-à-dire les cadres, pas forcément politiques, dans les entreprises, dans la société civile, etc., ont été séduits par le discours. Et donc, dans la campagne, il y avait des cadres. Alors, est-ce que ces cadres vont trouver une place dans le politique post-campagne, ou est-ce qu'ils vont être rattrapés par les négociations à venir? Donc tout ça est là. Mais un dernier point, c'est que le dernier aspect frappant, c'est on sent que dans cette contestation des systèmes établis, il y a aussi l'histoire post-coloniale qui s'écrit. C'est la première fois qu'on voit... Enfin, il y a longtemps que moi, je n'avais pas vu des gens qui sont en rupture, mais historique. C'est-à-dire ils n'ont plus le même lien à l'Europe, ils n'ont pas le même lien aux États-Unis, ils sont prêts à discuter avec tout le monde. Ils s'habillent comme ils sont. On pourrait parler du fait qu'ils sont tous les deux polygames, et c'est ouvert et assumé et totalement compris. Donc on est dans une Afrique un peu qui s'écrit différemment. Alors est-ce que ça va fonctionner mieux? Est-ce que ça va résoudre les problématiques sociétales et économiques mieux? C'est tout leur défi, c'est d'apporter ces réponses ou pas. Différent aussi par son background. On sait qu'il est issu d'un milieu très modeste. Oui, bien sûr. Ce qu'on peut espérer d'une certaine manière, c'est une espèce de renouvellement générationnel, justement, avec une stabilité politique. S'il est porté par le peuple et par les gens, c'est un atout. Après, il y a des énormes enjeux qui se montent au Sénégal, puisque le Sénégal devrait devenir producteur de gaz et de pétrole cette année. Donc il y a quand même des enjeux économiques. S'il est porté par la population, alors, et en plus, moi j'ai bien apprécié son discours, c'est-à-dire qu'il est candidat de rupture, mais il avait un discours qui est quand même un discours très unitaire, dans lequel il se montrait très modéré. Il disait qu'il allait travailler avec les alliés. Donc on a l'impression quand même qu'il y a un cadre qui est assez favorable. On le disait tout à l'heure, après 3 ans qui ont été marqués quand même par beaucoup de tracas au niveau politique, au niveau économique, avec ses opposants. Voilà, dès qu'on était opposant, on se retrouvait en prison. Il en a fait l'expérience. Donc on peut espérer avec une certaine raison que, il va profiter de cette stabilité, va profiter de cet élan pour instaurer quelque chose de nouveau. Et alors après, il y a les éléments de la diaspora qui sont aussi des éléments qui sont contestés, qui sont compliqués, mais avec on va regarder vraiment de façon très très précise quelle sera son équipe, quels sont les gens dont il va s'entourer et qui lui permettront peut-être de mettre en place ce programme. Fabrice évoquait son discours, le premier de président élu. Il s'est voulu, pour rebondir sur ce que tu disais précédemment, il s'est voulu rassurant vis-à-vis de l'Occident. Quel rapport à venir avec la France? Je crois que le problème se pose ici, en fait. Lui, il a dit des relations gagnant-gagnant, équilibrées, respectueuses. Il a utilisé plein de mots comme ça. Le principal problème, c'est en France, et pas qu'en France, c'est en Europe, aux États-Unis, c'est que dans cet Occident, comment on deal, comment on dialogue, comment on travaille avec des élites qu'on ne connaît pas bien. Enfin, j'imagine qu'on les a suivis, que la France a fait son travail diplomatique pour suivre l'évolution, mais mentalement, c'est une rupture. Donc, alors, il y a peut-être quand même s'entourer de gens, disons, d'expérience et qui sont connus des Occidentaux. Peut-être que ça... Nouvelle équipe, est-ce qu'on a des indices sur le futur gouvernement? Non, on n'a pas beaucoup d'indices. Je vous disais, il y a la discussion entre technocrates, cadres, les politiques. Il y a aussi le fait que le parti de Karim Wade, l'ancien PDS, ce qui en reste, a apporté sa petite contribution. Donc je pense qu'à un moment, ils vont demander quelque chose. Donc ça, c'est de la politique intérieure sénégalaise. Mais très vite, en fait, leur problème, ça va être d'envoyer des messages de crédibilité économique. Parce que le Sénégal, d'abord, c'est un pays dont l'économie est très extravertie. Donc c'est difficile de changer ce modèle extraverti. Et vous ne pouvez pas le changer sans l'appui de vos entreprises et du monde extérieur, des financements extérieurs, des capitaux, etc. Donc pour eux, la difficulté, c'est à la fois de répondre à l'anxiété sociale et à la demande de changement, de rupture d'une grande partie de l'électorat, et en même temps de maintenir la crédibilité et la signature du Sénégal, de pouvoir attirer des investissements extérieurs, etc. Et puis il y a la question d'éléphant dans le magasin de porcelaine, qui est la question du franc CFA, et qui est une question réelle parce que on ne peut pas en sortir tout seul, parce que le Sénégal tout seul ne pourrait pas avoir sa monnaie aujourd'hui. Alors avec qui on pourrait le faire? Donc ils ont une ambition très ambitieuse de dire qu'il faut le faire au sein de la CEDEAO. Mais au sein de la CEDEAO, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Le Nigeria n'est pas forcément sur cette ligne. La Côte d'Ivoire, qui pèse très lourd dans la région, n'est pas sur une ligne de sortie du franc CFA. Ou alors, peut-être se dirait-il qu'eux-mêmes, ils ont suffisamment de moyens pour vivre leur vie. Donc on a ouvert un débat qui est extrêmement important pour la zone et pour aussi l'influence française. Et on suivra ça, bien sûr, ensemble. Nicolas, comment est-ce que les dessinateurs de presse voient-ils cette nouvelle ère qui s'ouvre pour le Sénégal? Alors, je vais vous montrer 3 dessins. D'abord, un dessin français et puis ensuite 2 dessins africains. Je vais commencer par ce dessin de Placide qui est très drôle. On voit un bon putsch. On ne serait pas obligé de faire la queue. Je trouve que c'est un dessin qui est assez métaphorique de d'autres régimes africains. Le sens de lecture est très amusant. C'est un dessin que j'ai vu qui m'a fait éclater de rire la première fois. Et puis, je vais vous montrer 2 dessins africains. Alors, ce qui est étonnant, j'ai vu beaucoup de dessins de dessinateurs africains. Il y a ce dessin de Dile,
problème. Séisme politique au Sénégal, c'est l'épicentre. Mais ce qui est étonnant, c'est que les dessinateurs africains, pour l'instant, ont un peu de mal à cerner le personnage. Parce que comme il est tout à fait nouveau dans la politique africaine, même les dessinateurs doivent encore se l'approprier. C'est ce qu'a fait Dilem de très belle manière ici. Et puis un dessin un peu plus métaphorique et poétique de Tayo, dessinateur nigérian, qui s'appelle, où on voit Bassirou Diomaye Faye, et en dessous il y a marqué Africa's youngest president-elect, dawn of a new day, c'est-à-dire un nouveau jour se lève parce qu'on a un président élu démocratiquement et qui est jeune. Merci beaucoup Nicolas. On va passer